Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News dans cette émission spéciale consacrée au sommet d'État qui se déroulera du 13 au 15 mai à Pékin. Une visite qui intervient dans un contexte international explosif. Au Moyen-Orient, les tensions restent extrêmement fortes malgré les tentatives de cessez-le-feu. Le Liban, Gaza, les négociations autour de l'Iran, les menaces sur le détroit d'Ormuz, autant de crises qui continuent de fragiliser l'économie mondiale et surtout les équilibres sécuritaires. Pendant ce temps, Washington et Pékin tentent de redéfinir leur rapport commerce mondial, intelligence artificielle, énergie, sécurité internationale. Cette rencontre pourrait-elle rabattre les cartes de la géopolitique mondiale? Ensemble, nous allons tenter d'analyser les enjeux de cette visite durant cette émission avec nos invités. Restez avec nous pour les développements. Rebonsoir à tous. Alors justement pour analyser cette visite, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Monsieur Rassim Benranem, consultant en commerce international. Bonsoir Monsieur Benranem et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Également est avec nous Monsieur Manuel Pouchelet, expert en questions stratégiques et militaires. Bonsoir Monsieur Pouchelet. Bonsoir Madame et merci pour votre invitation. Bonsoir à vos invités. Merci à vous. Plus tard dans l'émission, nous rejoindra Madame Zhang Shanhui à partir de Pékin en deuxième partie d'émission. Alors, nous allons commencer un peu à décrypter cette visite, ce sommet d'État. Monsieur Benranem, je commence par vous. Alors, le président américain Donald Trump cherche-t-il un apaisement avec Pékin grâce à ce sommet ? Je pense qu'il est déjà la rencontre va être une importance majeure, tant le lien entre les deux plus grandes puissances mondiales qui en conjoncture actuelle, sont censées jouer des rôles d'apaisement. Et évidemment, au départ de l'apaisement et par la suite, il y a des enjeux. Tant sur les aspects économiques, politiques que sécuritaires. Donc aujourd'hui, Trump essaye évidemment de redresser la barre tant sur son plan économique à lui, surtout après une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui ont fait ralentir l'économie des deux pays relativement. Et puis, il y a eu évidemment une incidence sur le commerce mondial. Et donc, aujourd'hui, je pense que cette visite va certainement aborder des sujets d'importance majeure pour les États-Unis sur le plan économique. D'ailleurs, on a vu une forte délégation de chefs d'entreprise et de capitaines d'industrie américaines qui vont certainement discuter réellement de relance, de coopération et de relance économique entre les deux pays. Entre les deux pays. Monsieur Pouchelet, selon vous, est-ce que la guerre au Moyen-Orient accélère-t-elle ce rapprochement sino-américain ? Alors le rapprochement sino-américain, il s'impose puisqu'il faut savoir que l'espace pacifique entre les deux pays est l'espace d'échanges commerciaux. Ça, c'est le plus important à retenir en ce qui concerne les échanges entre la Chine et les États-Unis. C'est un enjeu stratégique, c'est un enjeu sécuritaire puisqu'il faut savoir que les Américains sont également très présents en Asie avec des bases militaires. Il faut aussi retenir dans cette affaire que Pékin et Washington sont préoccupés par la situation au Moyen-Orient. Un Moyen-Orient qui, de toute façon, s'invite à chaque fois dans tous les débats, que ce soit avec les administrations américaines, j'allais même dire européennes, et puis bien entendu chinoises. C'est un peu un sommet qui est attendu, puisque l'on aura, on va dire, une orientation sur la position des BRICS sur ce sujet qu'est la guerre au Moyen-Orient. Une organisation qui, pour l'instant, est puissante sur le plan économique, mais qui, sur le plan diplomatique, reste particulièrement discret. Pourquoi ? Parce que c'est avant tout, on va dire, un aspect culturel de l'Asie, c'est de rester très discret sur certaines questions. Maintenant, vous avez aussi le président Xi Jinping qui, je le rappelle, avait fixé un calendrier lors de son congrès du PCC il y a de ça bientôt 3 ans, et qu'aujourd'hui, il s'aperçoit qu'il est confronté à des blocages et certaines inerties qui
qui sont souvent provoqués par les États-Unis. Voilà donc un petit peu le bilan des sujets à aborder. Et Pékin et Washington, de toute façon, sont condamnés à s'entendre, notamment sur ce sujet du Moyen-Orient qui, aujourd'hui, devient préoccupant pour toutes les économies, y compris occidentales et surtout émergentes. Nous allons justement faire un petit retour sur ce contexte international, donc particulièrement tendu. Nous allons suivre le sujet qui est signé Neila Ait Hamouda. Pour son premier déplacement en Chine depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump ne vient pas seulement négocier des chiffres, il vient acter la fin d'une époque. Le décor est celui d'une confrontation au sommet entre les deux seules hyperpuissances d'un siècle résolument bipolaire. L'ère de l'hyperpuissance américaine unique est révolue. Le monde gravit autour de deux pôles, Washington et Pékin, dont les intérêts s'entrechoquent aux quatre coins du monde. Malgré la trêve de Busan, ce cessez-le-feu commercial d'un an arraché en octobre dernier, les tensions restent vives. La donne a changé. La Chine s'est imposée comme une économie dominante, désormais leader mondial de l'intelligence artificielle et de la transition énergétique. Pour Trump, les enjeux sont existentiels, sécuriser l'accès aux semi-conducteurs avancés et desserrer une dépendance technologique devenue un risque de sécurité nationale. Pour Xi Jinping, la feuille de route est tout aussi claire, obtenir la levée des restrictions américaines sur les exportations technologiques et surtout verrouiller le dossier taïwanais. Pékin exige l'arrêt des livraisons d'armes à Taipei et une opposition sans ambiguïté à toute velléité d'indépendance de l'île. C'est le Rubicon de la diplomatie chinoise, la ligne que Xi ne franchira certainement pas sans contrepartie. Mais ce sommet se joue aussi sur un autre théâtre, le Moyen-Orient. La guerre en Iran et l'instabilité dans le détroit d'Ormuz pèsent sur l'économie mondiale. Le basculement géopolitique est frappant. Là où l'Amérique agissait seule autrefois, elle a aujourd'hui besoin de la médiation de Pékin. La Chine, premier client de l'Iran, dispose du levier que Washington a perdu. Si Xi Jinping parvient à stabiliser Hormuz, il ne sera plus seulement un rival économique, mais le nouveau garant de l'ordre énergétique mondial. C'est le visage de cette nouvelle bipolarisation, une puissance militaire et diplomatique chinoise qui traite désormais d'égal à égal avec le Pentagone. Entre une Amérique qui lutte pour préserver ses avantages technologiques et une Chine qui impose sa souveraineté comme principe inviolable, le dialogue est devenu une gestion de crise permanente nécessaire, tendue, sans illusion. Plus qu'une simple visite d'État, cette rencontre dessine la carte du reste du siècle, un monde divisé en deux sphères d'influence où la moindre étincelle à Taïwan ou à Téhéran peut faire basculer ce fragile équilibre. Voilà, c'était un sujet signé Neila Ait Hamouda. Monsieur Pouchli, je reviens vers vous. Vous, en tant qu'expert en questions stratégiques et militaires, selon vous, est-ce que la Chine peut-elle jouer un rôle médiateur régional ? La Chine a toujours a eu un rôle médiateur régional, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette partie de l'Asie, elle est en compétition, vous savez, avec de nombreuses puissances. J'entends par là le Japon, mais vous avez aussi la Corée du Sud qui sont, j'allais dire, phagocytés par les Américains qui les ont transformés en pays satellites. Ça annonce aussi de ce côté-là de l'océan, on va dire Pacifique, mais même un petit peu plus loin, c'est-à-dire une alliance que les Américains ont mise au point, vous savez, qu'on appelle l'AUKUS, qui regroupe le Canada, l'Australie, le Japon, les Philippines et bien entendu la Corée du Sud. Donc si vous voulez, l'objectif pour les Américains, c'est d'endiguer la Chine, tout comme c'est ni plus ni moins qu'une reproduction de ce qu'avaient fait, les États-Unis du temps de la guerre froide. Et aujourd'hui, j'ai bien l'impression que cet exercice va se reproduire, mais on a tendance à oublier une autre puissance qui est particulièrement discrète, mais néanmoins présente dans la région, qui d'ailleurs est en compétition avec la Chine, ou d'ailleurs dans l'Himalaya, il y a des concurrences au niveau de la frontière, je pense à l'Inde. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans la question que vous me posez, la Chine n'est pas seule et elle doit composer également avec ses puissances asiatiques. Et même, j'allais dire, ce qu'on appelait, il fut un temps, vous savez, les dragons, avec des puissances comme Singapour, la Malaisie, qui sont particulièrement fortes sur le plan économique, en tout cas. Mais justement, est-ce que, selon vous, assiste-t-on à un déplacement du centre de gravité mondiale vers l'Asie ?
Oui, bien entendu, l'Asie, de toute façon, est l'avenir, il faut le savoir. J'ai l'impression que, vous savez, les Américains ont une expression dédiée qu'ils appellent l'Atlantique, l'océan Atlantique, le vieil océan d'ailleurs. Et en même temps, ils y associent les Européens dans cette affaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Européens sont une puissance économique concurrente avec un meilleur positionnement mondial en termes d'économie, même si en ce moment, l'Europe vacille, il faut le savoir. Mais oui, en effet, l'Asie est un nouveau centre de gravité. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que M. Trump vient avec une délégation de chefs d'entreprise. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, la Chine est devenue terre d'innovation, tout comme elle l'a toujours été finalement. Quand on regarde, c'est une civilisation qui est plusieurs fois millénaire, ne l'oublions pas. Elle avait inventé la poudre, les feux d'artifice. Et en même temps, aujourd'hui, vous l'avez mentionné dans votre documentaire, dans votre reportage, l'intelligence artificielle et bien entendu toutes les déclinaisons qui vont avec. Mais ne l'oublions pas, ajoutons à cela, dans ce centre de gravité, Pékin a très bien compris aussi l'enjeu des ressources. Et là, je parle surtout des terres rares, où Washington souhaiterait bien aussi faire main basse sur ces terres rares qui sont nécessaires à la fabrication de composants électroniques pour ces nouvelles technologies qui demain vont sûrement bouleverser, même quasiment sûr, vont bouleverser les rapports entre les pays et qui vont devenir, si vous voulez, un nouvel atout pour exprimer sa puissance en dehors de la diplomatie, des forces armées et d'autres sujets, notamment comme l'économie. Vous faites bien de le dire, justement, cette visite au-delà de la diplomatie, nous en parlions au début de cette émission, cette visite se joue aussi autour du volet économique. Monsieur Benranem, les tensions justement au Moyen-Orient profitent-elles économiquement à la Chine? Alors, à vrai dire, que les tensions au Moyen-Orient lèsent la grande partie de la planète. Aujourd'hui, et la Chine et les États-Unis sont des pays producteurs et qui reposent sur la consommation. Donc aujourd'hui, la consommation est poussée par des aspects énergétiques. Et si aujourd'hui le conflit du Moyen-Orient impacte les prix, notamment liés aux hydrocarbures, ceci impacterait le coût de production de différents produits de consommation ou de technologie, etc. Évidemment, aujourd'hui, l'apaisement au Moyen-Orient ne dépend plus d'une hégémonie planétaire unipolaire. Aujourd'hui, effectivement, la Chine va jouer un rôle d'apaisement au vu des relations qu'elle a avec l'Iran. Et je pense qu'il est important pour la Chine aujourd'hui et pour les pays de la région de pouvoir redonner vie déjà au détroit d'Ormuz et débloquer la situation sur notamment les exportations de brut, d'engrais, etc. Donc aujourd'hui, il est important pour les deux pays qu'il y ait une relance économique, qu'il y ait une maîtrise des coûts de production. Donc les conflits, autrefois les conflits bénéficiaient à certaines puissances quand celles-ci n'étaient pas concernées directement par ces conflits en termes d'impact. Oui. Et aujourd'hui, on le voit quotidiennement que ce conflit-là pénalise beaucoup d'économies. Et je pense qu'il est important pour les deux puissances de rétablir un peu un climat ordinaire dans la région. Cependant, évidemment, depuis quelques années, la Chine a compris évidemment qu'il fallait une indépendance sur notamment des produits technologiques, les semi-conducteurs. Et pour les États-Unis, aujourd'hui, ils sont face à un géant qui détient pratiquement la majorité, comme disait notre ami, des terres rares essentielles à la production de produits technologiques. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une relation gagnant-gagnant pour les deux pays qui doit être activée. Je pense que cette visite va certainement débloquer certains aspects purement économiques, puis viennent des aspects sécuritaires, notamment des sujets en lien avec l'exportation de certains produits chimiques qui sont des intrants à la production du fentanyl, qui est aussi un fléau aux États-Unis. Donc les deux vont jouer sur des leviers de croissance ou d'apaisement pour les deux pays. Mais est-ce que quelque part on peut dire que ce ralentissement, si on peut le qualifier ainsi, ce ralentissement mondial va pousser Washington et Pékin à coopérer? Ils doivent conjuguer leurs efforts pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de crash boursier, parce qu'aujourd'hui, ces deux puissances doivent
doivent rassurer les places boursières internationales pour éviter le crash d'avril 2025. Donc aujourd'hui, ils doivent collaborer, ils ont des intérêts en commun. L'un est puissance militaire et technologique, l'autre a des aspirations d'indépendance technologique. Les deux doivent collaborer pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embrasement ni dans la région à impact mondial. Monsieur Bouchelet, est-ce que, selon vous, aujourd'hui, est-ce que représente vraiment aujourd'hui, à ce jour, la Chine pour l'économie américaine? Ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine est détentrice, si vous voulez, de la dette américaine. Ça, c'est un point fondamental que Donald Trump ne peut pas esquiver. D'ailleurs, je pense qu'elle sera peut-être aussi au cœur des négociations avec Pékin. Mais en même temps, si vous voulez, cette concurrence et cette compétition sur l'aspect technologique et des dernières technologies, il faut savoir que la Chine a pratiqué finalement, a beaucoup observé les États-Unis. Mais ce que je souhaite aussi vous partager comme information, c'est qu'il y avait une expression dans les années 80 qui s'appelait le drainage de cerveau. Les Américains le pratiquaient et aujourd'hui, c'est Pékin qui le pratique. Donc, si vous voulez, ils ont besoin de s'entourer d'ingénieurs, de chercheurs, de personnes qui ont des hauts potentiels pour les aider à remporter cet enjeu technologique. Vous avez également sur l'aspect calendaire 2049, c'est-à-dire l'aspect où M. Xi Jinping souhaite devenir la première puissance mondiale. Et avec l'actualité en cours, ce qui se passe au Moyen-Orient, tout comme dans d'autres pays, même y compris sur le plan régional, pour l'instant s'avère relativement bloquant. On s'aperçoit aussi que les nouvelles routes de la soie ont des itinéraires qui finalement traversent. Il y a une coupure. Monsieur Bouchelet, nous allons essayer de vous reprendre dès que le réseau va revenir. Je reviens vers vous. Monsieur Benranem, peut-on parler ou est-ce qu'une nouvelle guerre commerciale serait-elle possible selon le contexte actuel? Aujourd'hui, la guerre commerciale a déjà été entamée en 2025, fin 2024-2025. Donc aujourd'hui, les deux pays vont essayer de calmer cette guerre. Donc on est sur une sorte de guerre froide avec une course sur les aspects technologiques. Les États-Unis n'en veulent pas. Tant la distance qu'a pris la Chine, surtout sur des avancées technologiques, surtout sur les aspects d'échanges commerciaux avec le yuan. Donc tout ça impacte l'économie américaine. Ils n'en veulent pas. Aujourd'hui, la visite de Trump est d'aller en Chine, d'emmener ses chefs d'industrie et de dire qu'aujourd'hui on est prêt à ouvrir le débat, prêt à vouloir avoir des marchés en Chine pour les entreprises américaines. Donc aujourd'hui, ils vont certainement revenir sur les barrières tarifaires, notamment les taxes douanières qui ont été imposées par les États-Unis avec une réciprocité chinoise légitime. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une ère d'apaisement. On le sent, c'est une forte délégation. Oui. L'accueil était important pour le président Trump. Donc on est en train de montrer au monde avec, si vous voulez, tous les désaccords qu'ils puissent avoir dans cette conjoncture actuelle, mais ils sont prêts à faire des concessions pour l'intérêt de leurs deux pays. Donc aujourd'hui, Trump est un homme d'affaires. Donc son souhait le plus important, c'est de faire en sorte que l'économie américaine prospère, continue à creuser sur de la croissance économique. Et puis aussi la Chine aujourd'hui, elle est freinée depuis une année sur des exportations en décroissance vers le marché américain. Donc aujourd'hui, ils doivent trouver des terrains d'entente, tant sur, on reparlait encore une fois sur les terres rares qui, elles, sont importantes pour tout ce qui est production de produits technologiques, les semi-conducteurs, etc. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de calmer la relation sino-américaine et puis ensuite ouvrir le marché et suivre des règles d'économie de marché
classique. Monsieur Pouchelet, vous êtes de nouveau parmi nous ? Oui, oui, je vous confirme, je suis bien là. Alors, on parlait tout à l'heure justement du rôle de la Chine sur le plan économique. Oui, bien entendu. Alors, la Chine, si vous voulez, est une locomotive mondiale. Ça, il faut bien entendu le prendre en compte. D'ailleurs, la classe moyenne s'est développée. Mais, vous savez, la Chine est aussi confrontée aux problématiques occidentales. Ils sont en train de payer le prix fort de la politique de l'enfant unique, où aujourd'hui, vous avez une partie de la population qui est très âgée. Il y a une décroissance qui est annoncée, et notamment, si on compare avec l'Inde, c'est un sujet préoccupant, pour laquelle les Chinois ne sont pas forcément préparés. Peut-être que les Américains pourront, on va dire, leur apporter, si vous voulez, leur expertise. Ajoutons à cela, sur le plan économique, tout ce que vient de dire votre invité en plateau, je le partage à 200%. Maintenant, moi, ce que je constate aussi dans ce sommet, en tant qu'également diplomate, ce qui me préoccupe, c'est que je ne vois pas M. Xi Jinping accueillir au pied de l'avion M. Trump. C'est un signal protocolaire assez intéressant à observer, tout à fait, en espérant que les échanges soient courtois lors de ce sommet. Mais vous savez, le président américain est, on va dire, imprévisible, et peut-être que le président chinois a souhaité se préserver, on va dire, de ce côté du personnage que représente M. Trump. Mais en ce qui, pour en revenir vraiment sur le sujet de l'économie, de toute façon, toutes les économies mondiales sont imbriquées les unes aux autres, et je pense qu'elles sont condamnées de toute façon à s'entendre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez remarqué, vous avez parlé du Moyen-Orient, il y a également d'autres sujets préoccupants où justement les dirigeants du monde, on va dire de manière générale, sont confrontés à être amenés à décider dans l'incertitude. Alors le tout est de savoir lequel aura le meilleur atout, quelle carte atout va-t-il avoir. Mais vous savez, aujourd'hui, il est très difficile de prédire, excusez-moi, l'avenir, puisqu'on est dans un monde à rebondissement. Regardez ce qui vient de se passer depuis le 28 février, qu'il l'avait prévu au calendrier. Et en même temps, vous avez aussi un Donald Trump, et là, je vais revenir sur l'économie, qui, avec ce conflit, est en train de paupériser, on va dire, sa population. Alors qu'en Chine, on reste très discret, puisque je rappelle que quasiment 65% du pétrole iranien est destiné à la Chine, qui a encore besoin de cette ressource naturelle très importante, mais qui, je le rappelle, à l'image d'autres continents et d'autres pays, a amorcé de manière très en avance sa transition énergétique. Et vous verrez que tôt ou tard, d'ici peut-être à un court avenir, je pense sur un délai de 10 ans, les puissances, on va dire, présentes et forces économiques vont se détourner d'un Moyen-Orient qui, on le rappelle, va être confronté à un enjeu climatique assez sévère. Et la question de l'environnement, de toute façon, va rassembler de nombreuses nations mondiales, et j'y inclus bien entendu l'Inde, la Chine et les États-Unis avec la Russie. Et ça, c'est peut-être, on l'espère, un sujet qui sera abordé, mais vous savez, la position du président Trump est particulière, où on va dire, il a une position suffisamment négationniste, et il évite le sujet. Mais on a parlé des terres rares, on a parlé toujours des méthodes d'extraction qui sont particulièrement polluantes, mais aussi qui sont source de conflits dans les pays où elles sont extraites, sachons-le. Et on peut dire que les marchés redoutent certainement une confrontation prolongée. Quel serait, selon vous, le scénario si jamais cette confrontation perdure encore ? Le scénario catastrophe, c'est une récession économique majeure pour les pays, crash financier ou boursier pour certaines places financières importantes sur les différents continents. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a à craindre, c'est qu'on continue à alimenter un conflit au Moyen-Orient qui est un couloir de jonction entre l'Asie et le monde occidental de consommation. Donc une fragilité des marchés, une baisse de consommation mondiale impacterait beaucoup de pays parce qu'on parle des chaînes d'approvisionnement. Moins les grandes puissances produisent, moins les chaînes d'approvisionnement vont profiter aux pays fournisseurs. Donc aujourd'hui, le pire à craindre, c'est qu'il y ait que cette crise se rallonge dans le temps et qu'on puisse voir une décroissance économique mondiale qui impacterait beaucoup de pays. Et aujourd'hui, on est sur une polarité capitalistique
où on est poussé à consommer. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il faudrait faire en sorte qu'il y ait une stabilité régionale, que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit entre l'Asie et les États-Unis. Monsieur Pouchelet, je vous pose la même question avant la fin de cette première partie. Donc, selon vous, quel serait le scénario si cette confrontation perdurait encore dans le temps? Écoutez, il est difficile de prévoir l'avenir. Moi, ce que je peux vous dire en tant que géopoliticien, c'est que cette situation au Moyen-Orient aura un impact sur la redéfinition des rapports et des relations internationales entre les pays du Golfe et l'Occident et la Chine. Et vous savez, cette région que je connais très bien est suffisamment réversible, volatile et imprévisible, et ce qui risquerait de rebattre les cartes sans forcément distribuer les mêmes atouts aux mêmes acteurs. Mais attention, je le disais tout à l'heure, nous sommes dans un monde mondialisé avec des économies interdépendantes, et je pense qu'aucun pays, que ce soit émergent ou puissance du G7, d'ailleurs il y aura un sommet très prochainement en France à ce sujet, ne supporterait une situation qui va de toute façon risquerait, j'allais dire, excusez-moi ce terme un peu fort, ce verbe un peu fort, de pourrir les relations internationales de manière durable et malheureusement d'engendrer de nouveaux conflits. Maintenant, soyons quand même, ayons un bon espoir. L'objectif est de s'entendre puisque de toute façon toutes les grandes puissances sont confrontées, il faut le savoir, aux mêmes enjeux. On parle de ressources, on parle de climat. Et j'allais dire aussi les questions sécuritaires, où croyez-moi qu'en Asie, il y a actuellement des pays qui se font discrets, mais qui sont quand même sous observation. Merci Monsieur Pouchelet, merci Monsieur Benranem. Nous allons faire une petite pause et nous revenons juste après pour le débat. Rebonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de cette émission spéciale consacrée à la visite de Donald Trump en Chine. Alors parmi nous, Monsieur Benranem Rassim et Monsieur Pouchelet à partir de Paris. Monsieur Benranem, peut-être l'autre bataille entre Washington et Pékin se joue désormais dans les laboratoires et les centres de données. La guerre technologique entre Washington et Pékin, selon vous, est-ce qu'elle s'intensifie et est-ce réellement qui domine? Est-ce que c'est Pékin ou c'est Washington? Aujourd'hui, effectivement, que la guerre technologique, cette compétitivité entre les deux pôles est importante. La Chine a pris ses devants pour avoir une indépendance, notamment sur de la donnée, sur de l'IA. Les plus grandes intelligences artificielles aujourd'hui chinoises sont très très performantes et ont fait leurs preuves. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui les États-Unis veulent un rapprochement en emmenant des grands acteurs de la technologie américaine dans la délégation pour pouvoir évidemment tisser ou nouer des accords dans ce sens. On est vraiment sur une compétitivité très serrée. Évidemment, les États-Unis avaient les devants il y a quelques années de cela. Et aujourd'hui, la Chine a pris conscience depuis quelques années qu'il fallait avoir une autonomie, une indépendance, notamment sur la data, sur les réseaux sociaux, sur évidemment de l'intelligence artificielle. Et l'écart s'est tellement réduit qu'on sent vraiment, au-delà de la guerre commerciale, la guerre de données et de technologie s'intensifie. Et puis c'est pour cela que cette indépendance sur le semi-conducteur qui permet d'avoir une autonomie de données, d'appareils technologiques, s'est intensifiée en Chine pour avoir cette capacité de produire et de percer l'écart technologique. Donc effectivement, la Chine et les États-Unis sont aujourd'hui considérés sur un même piédestal sur les aspects technologiques. Monsieur Benranem, pourquoi justement ces semi-conducteurs sont-ils devenus aussi stratégiques? Au départ, parce qu'il y a la question de Taïwan.
là où on pense, où il y a déjà position où les États-Unis doivent aborder l'aspect de Taïwan et puis l'intégrité de Taïwan dans la Chine. Donc c'est un aspect important. Et puis Taïwan est le plus gros producteur de semi-conducteurs au monde. Donc aujourd'hui, si vous voulez, tout équipement dans le monde dépend des semi-conducteurs. Donc aujourd'hui, la Chine ne voudrait jamais avoir une industrie entrant dans toutes ses productions dépendant d'une zone qui pourrait être une zone de conflit. Donc les aspects de souveraineté sur les semi-conducteurs ont un impact sur la souveraineté des pays et la capacité à ces pays d'être résilients et de pouvoir être autonomes et indépendants de tout conflit ou conjoncture difficile dans le monde. Merci, Monsieur Benranem. Alors, Madame Tsang Shenhui vient de nous rejoindre à partir de Pékin. Bonsoir, Madame. Bonsoir, un grand plaisir de vous rejoindre pour cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Madame Shenhui, dites-nous un peu, selon vous, qu'attend vraiment la Chine de la visite du président américain Donald Trump ? Eh bien, en fait, du côté de la Chine, je pense que ce qu'elle s'articule est très clair. Il y en a 4, selon moi. La première, c'est que dans la coopération entre la Chine et les États-Unis, il faut sortir du jeu à somme nulle. La Chine l'a dit clairement, la logique tu perds, je gagne, tu perds, ça ne marche plus au XXIe siècle. Et puis deuxième, c'est de stabiliser l'économie. Les deux pays, la Chine et les États-Unis, c'est plus d'un tiers du PIB mondial. Ce sont les plus grandes économies du monde, les deux premières plus grandes économies du monde. Le président chinois l'a dit très clairement, il a dit l'essence de notre relation économique, c'est le bénéfice mutuel. Et l'affrontement ne doit pas être notre choix. Voilà ce qu'a dit le président chinois à Trump. Et il a dit l'essence de la relation économique entre la Chine et les États-Unis, c'est le bénéfice mutuel. Donc l'idée, c'est, je pense que le côté de la Chine, elle attend de cette visite qu'elle injecte plus de stabilité, plus de prévisibilité dans l'économie entre les deux pays, dans l'économie bilatérale et bien sûr aussi dans l'économie mondiale, là aujourd'hui qui est tellement fragilisée par les tensions géopolitiques. Et puis troisième, c'est d'élargir la liste de coopération et réduire la liste des problèmes entre la Chine et les États-Unis. Là, c'est aujourd'hui, on voit qu'il y a tellement de champs de coopération possibles entre la Chine et les États-Unis, là sur lesquels on va pouvoir approfondir, comme la lutte contre la migration illégale, la lutte contre les fraudes, et puis lutte anti-blanchiment d'argent, coopération dans l'intelligence artificielle, dans comment contrer ensemble les maladies infectieuses. Donc sur tous ces sujets-là, je pense que la Chine veut voir des actions concrètes, des comportements concrets, mais pas uniquement des déclarations. Et puis, quatrièmement, je pense que c'est aussi le plus important, c'est le respect des lignes rouges. En premier lieu, Taïwan, c'est parce que selon la Chine, c'est la première ligne infranchissable, la ligne rouge pour la relation entre les deux pays. La Chine attend que Washington respecte le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints qu'il gère déjà avec prudence la question aussi des ventes d'armes à Taïwan, de refuser catégoriquement ces ventes, parce que, il faut le rappeler, lors d'un précédent échange, Trump l'avait déjà indiqué que les États-Unis continueraient à appliquer la politique d'une seule Chine. Donc je pense que la Chine attend clairement cette parole soit mise en acte, mais pas uniquement des paroles. Donc, en bref, je pense que la Chine ne demande pas aux États-Unis de penser comme elle. La Chine ne demande pas aux États-Unis de faire comme elle. Elle garde et elle demande les États-Unis qu'elle ait plus de respect, d'égalité et de réciprocité. Ce sont les 3 mots que la Chine emploie le plus souvent ces dernières années, de attendre une relation saine, une relation respectueuse, parce que sans une relation saine et respectueuse, les deux pays ne pourront pas pouvoir faire du commerce. En Chine, la tradition, c'est que si vous voulez faire du commerce avec votre partenaire, et bien dans ce cas-là, il faut créer une ambiance d'harmonie, il faut se respecter l'un et l'autre. Le vrai sujet, c'est de se respecter, c'est d'abord d'être en bonne relation avant de commencer à faire du business. Donc je pense que c'est ça la lecture chinoise. Et je pense que c'est aussi la seule voie à suivre pour trouver un accord entre les deux pays et pour que ce grand navire de relations entre la Chine et les États-Unis puisse avancer simplement et puisse avancer avec fluidité.
Madame Chen-Hui, donc cette visite, nous le disions en début d'émission, dépasse le cadre sino-américain. Elle pourrait avoir et a certainement des conséquences directes sur le Moyen-Orient, mais aussi sur l'Afrique. La Chine, selon vous, est-elle en train de renforcer justement son influence diplomatique au Moyen-Orient? Je pense que la Chine essaye de jouer toujours ce rôle de médiateur. Bien sûr, avec ce qui se passe en ce moment, le fait, c'est qu'elle a dû renforcer. Est-ce qu'elle a voulu vraiment renforcer comme ça? Je ne pense pas, parce que je pense que c'était pour résoudre le problème, pour essayer de jouer son rôle. Parce qu'il faut aussi comprendre une chose, c'est que dans cette guerre qui a été lancée par les États-Unis et Israël euh, contre l'Iran, la Chine aujourd'hui est l'un des rares pays à avoir la possibilité de dialoguer avec tous les pays du Moyen-Orient, avec la Russie, avec les États-Unis, avec Israël. Et donc je pense qu'elle a besoin, et aussi elle incarne son rôle aujourd'hui de médiateur. Et aujourd'hui, la situation a changé parce qu'on voit que sur l'évaluation des situations, des fois, de temps en temps, je me demande, est-ce que ce n'était pas précisément cette guerre au Moyen-Orient qui rendrait la Chine plus indispensable que jamais à Washington, aux États-Unis? Parce que l'Iran n'est pas le Venezuela, l'Iran n'est pas non plus Gaza, c'est une puissance régionale réelle, une puissance qui ne peut ni encercler, ni réduire au silence. Donc, en ce même temps, on voit qu'il y a aussi des fractures qui existent entre les États-Unis et Israël, et d'ailleurs qui devient de plus en plus évident via la société internationale. Donc je pense qu'il est aussi important que l'heure est venue pour les Américains d'avoir la lucidité de faire un choix. Et est-ce que la Chine va pouvoir jouer un rôle important? La réponse est oui, parce que déjà, on le rappelle, en l'année 2023, l'accord entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, entre les deux puissances régionales qui ne se parlaient plus depuis 7 ans à ce moment-là, eh bien, ils ont pris un tournant historique. Ils ont signé un accord à Beijing. Donc, en fait, c'était aussi par la médiation que la Chine a essayé de faire en sorte que les deux pays puissent recommencer leur conversation. Pourquoi? Parce qu'elle a trois piliers, selon moi, qui sont importants. La première, c'est la philosophie de non-ingérence dans les affaires intérieures. Deuxième, le respect de la souveraineté. Troisième, le refus des sanctions unilatérales. Ces trois principes, ils réduisent en fait les risques au maximum, et en même temps, ça renforce sa fiabilité envers tous les autres pays. Donc je pense qu'il est important de comprendre ça, c'est que la Chine ne se présente pas comme un gendarme, elle n'est pas un police à l'international, elle ne joue non pas ce police moral au monde, elle essaye d'être là, elle se présente comme un facilitateur économique, un facilitateur de négociation, elle parle des règlements politiques, des règlements avec aussi, elle incite par exemple entre différents pays de faire du commerce, de faire des investissements. Je pense que c'est davantage le contrat, la coopération que la guerre hautaine, que le serment. Donc je pense qu'il est important de constater ce fait que la médiation chinoise ne ressemble pas à une médiation à l'occidentale. Elle est là, elle essaye de rendre les pays leurs propres droits indépendants, leurs propres droits souverains, tout en trouvant une solution économique, tout en trouvant une solution politique à régler les situations. Donc je pense que c'est important de constater cela, et c'est précisément pour cela aussi, je pense que la Chine va pouvoir jouer un rôle encore plus important à l'échelle internationale. Mais attention, c'est pas pour son propre bien, c'est pour le bien de tout le monde, de pouvoir créer un environnement de paix, pour pouvoir créer un environnement de respect mutuel, ensuite, qui va pouvoir favoriser l'environnement pour faire du commerce. Là, on en a parlé tout à l'heure. Si vous voulez faire du commerce avec quelqu'un d'autre, si vous voulez développer votre propre pays, si vous voulez, encore une fois, renforcer votre souveraineté, l'idée, c'est de respecter l'autre personne, l'autre pays, pour pouvoir construire ce lien de confiance et ce lien de volonté d'investissement et de commerce. Et ça, c'est ce que la Chine essaye toujours de faire depuis le début avec tous les pays du monde.
Monsieur Pouchelet, je me tourne vers vous. Nous parlions il y a quelques instants de tout ce qui est guerre technologique entre justement Washington et Pékin. Il y a TikTok, il y a Huawei, et aussi on parle de cybersécurité. Est-ce que selon vous, c'est une simple économie ou plutôt enjeu de souveraineté? Je vais reprendre les termes du président français qui a dit pour sa sécurité, il faut que l'on ait une autonomie stratégique. C'est ce que fait la Chine et c'est ce que fait d'ailleurs les Américains. D'ailleurs, je souhaiterais compléter un petit peu ce qui vient d'être dit. Tout cela n'est possible dans tous nos échanges que nous avons depuis le début de cette émission qu'avec des personnes qui sont formées. Sans cette formation académique, y compris de la connaissance et des fondamentaux, cela n'est pas possible. Vous savez, j'ai la chance de pouvoir enseigner en école à des hauts niveaux et je retrouve dans ces classes des élèves chinois. Donc ils viennent se former aussi en Europe, qui viennent découvrir la culture française, mais aussi la technologie. Et c'est pour cela que c'est un complément très important. Vous me parlez du cyber, c'est un risque qui, depuis la multiplication des échanges et de la data, est une réelle menace pour les États. Et force est de constater que même en France, on en a fait les frais avec, si vous voulez, la mise en place d'autorités et de directions indépendantes qui sont justement chargées de la traquer. D'ailleurs, la cybersécurité, la cybermenace est aujourd'hui au même titre que d'autres compétences maintenant qui s'inscrivent dans les compétences militaires quelque part. Vous regardez, vous avez le conflit en Ukraine qui démontre que sans la guerre électronique, rien ne peut se réaliser. Et j'allais dire, y compris aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient, où vous avez énormément de transactions bancaires qui, sans la protection de la cybersécurité, ne pourraient pas se réaliser. On est dans un monde mondialisé et aujourd'hui, vous avez remarqué qu'à défaut de pouvoir contrecarrer cette cybersécurité avec tous ces pare-feux et autres technologies de dernier cri, eh ben, on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on va s'amuser à couper des câbles d'accès Internet, on va de l'aspect théorique, on va passer à l'aspect physique. Et ça, c'est un retour aux fondamentaux où finalement, c'est quand même une tournure inquiétante. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette compétition technologique, je pense qu'il faut aussi... On a tendance à oublier, d'ailleurs, je l'ai remarqué depuis le début, on a un autre acteur très puissant en termes d'intelligence artificielle qui est particulièrement discret, c'est l'Inde. L'Inde est une puissance technologique concurrente pour laquelle d'ailleurs les sociétés américaines, je pense à Microsoft, font sous-traiter la réalisation de certains logiciels en Inde. Pourquoi ? Parce que les ingénieurs, excusez-moi, ont un coût nettement moins cher, excusez-moi cette comparaison maladroite, mais qui en même temps est aussi bénéfique, ce vivier est aussi bénéfique aux entreprises américaines, et j'allais même dire mondiales, où justement ces connaissances se complètent. Mais ce qu'il faut retenir dans ces nouveaux échanges de demain, c'est... J'espère qu'on va assister à de la complémentarité et non plus des rapports de force. Et là, ça va être très difficile, vous savez, parce qu'il y a toujours le précaré, il y a toujours l'influence régionale, il y a aussi, bien entendu, ce que l'on a tendance à oublier, c'est-à-dire la diplomatie. Et des fois, la diplomatie, c'est un petit peu dire des choses horribles avec le sourire. Mais vous savez, dans ce monde d'aujourd'hui et voir ce monde de demain, ne pas partager de toute façon sera, je pense, à mon humble avis, fatal à celui qui refuse de jouer le jeu, y compris s'il y a de la concurrence entre pays, et j'allais dire entre doctrines d'approche. En ce qui concerne la réalité technologique, vous me parliez de la cybersécurité, mais on peut le décliner à de nombreux secteurs d'activité. Merci Monsieur Pouchelet. Madame San Shui, vous êtes toujours parmi nous. Alors je reviens vers vous. Que peut-on attendre de cette visite, notamment concernant le maintien de la trêve douanière, de nouveaux contrats, de nouveaux accords? Concrètement, qu'est-ce qu'on attend de cette visite? Je pense que là, on peut attendre. Là, il faut bien sûr suivre ce qui va se passer pendant les 3 jours à venir. Mais il y a une chose qui est simple, c'est que la Chine, il y a un grand marché de 1,4 milliard de personnes. Et cette fois-ci, Trump, il est venu avec une grande délégation. Nous avons vu, c'est une grande délégation avec côté technologie, côté finance, côté aussi sur tout ce qui est agroalimentaire. Donc, je pense que son but,
c'est de trouver des accords, c'est de trouver des manières et des possibilités de faire du commerce avec la Chine. Mais est-ce que ça sera le cas? Est-ce que la Chine va pouvoir accepter? Je pense que là, il faut voir ce qui va se passer dans les 3 jours à venir, la négociation. Mais encore une fois, il y a cette chose, cette ligne rouge qu'il ne faut pas toucher, c'est Taïwan, parce que sans cela, si même ce promesse des États-Unis ne peut même pas tenir, je ne pense pas qu'il va y avoir à la suite dans les négociations entre les deux pays, sur d'autres aspects, surtout dans les aspects français. Et puis, il y a aussi un autre sujet que je souhaiterais parler, c'est que, en fait, aujourd'hui, nous avons vu les images de Trump arriver en Chine. Nous avons bien vu que l'accueil était marqué par un mélange de réalisme et aussi d'accueillant, ce côté d'enthousiasme et en même temps un espoir mesuré. Parce que, pourquoi mesurer? Parce que je pense que les Chinois n'oublient pas les frictions des dernières années et aussi la majorité considère que beaucoup de décisions américaines n'étaient pas justes. Mais il y a un consensus profond, c'est que quand la Chine et les États-Unis s'entendent bien, les deux peuples vont mieux. Et que les Chinois espèrent donc que Trump prendra des décisions à la hauteur du peuple chinois. Et c'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, du côté officiel, le ton est aussi stratégique. Le président chinois Xi Jinping, à plusieurs reprises, a comparé la relation entre la Chine et les États-Unis à un grand navire. Il faut le piloter avec soin, parce qu'il transporte non seulement les intérêts des deux pays, mais aussi tout l'avenir de l'humanité. Mais aujourd'hui, il faut bien constater une chose, c'est que la relation entre les deux pays ne peut pas revenir là où on était. Ce n'est plus pareil de la même relation là où il était 40 ans. Aujourd'hui, il est important de savoir comment les deux pays vont pouvoir mieux dialoguer ensemble pour construire un avenir meilleur. Et là, aujourd'hui, le dialogue est, cette fois-ci, on voit bien, plus égal, la communication est devenue plus pragmatique. Et d'ailleurs, la ligne rouge, elle est plus claire. Donc je pense que l'état aujourd'hui en Chine, c'est qu'elle reste très lucide. C'est très lucide, mais avec un espoir de pouvoir, avec le respect mutuel, de conclure des accords avec les États-Unis. Donc là, je pense qu'on va plutôt espérer que Trump prendra une décision à la hauteur du peuple chinois. Et après, il y a aussi un autre volet qu'il ne faut pas oublier, ce sont les échanges culturels et les échanges entre les jeunes, entre la Chine et les États-Unis. Déjà en 2023, le président chinois Xi Jinping a lancé cette initiative d'accueillir 50 000 jeunes Américains venir en Chine pour étudier, pour des échanges. Et donc, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les jeunes générations puissent mieux se comprendre entre la Chine et les États-Unis. Les Américains sont fascinés par la Chine, sont fascinés par leur mode de vie, sont fascinés par la médecine chinoise. Eh bien, dans ce cas-là, je pense qu'il est aussi important d'offrir ces occasions pour que les Américains puissent mieux comprendre la Chine, que les deux peuples puissent mieux dialoguer ensemble. Donc là, c'est le côté culturel, le côté de dialogue entre les jeunes qui représente bien sûr l'avenir des Chinois et des Américains. Merci Madame Zhan Sanshui d'avoir été avec nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Je reviens vers vous, Monsieur Benranem. Donc nous parlions de bataille technologique. Est-ce que selon vous, le Moyen-Orient serait aujourd'hui un nouveau terrain d'influence numérique ? Un nouveau terrain d'influence numérique, je pense que l'Asie va prendre un tournant majeur et à devenir un acteur. Il a toujours été en production, mais maintenant en software. Justement, dans ce contexte, exactement. Dans ce contexte, on change les cartes vont changer. Avant, l'Asie était producteur de technologies, mais en format hardware. Aujourd'hui, c'est les logiciels, c'est du développement d'outils numériques qui sont importants à leur indépendance. Et effectivement, on va avoir, si vous voulez, une redirection et une redistribution des cartes, notamment sur les marchés numériques. Et aujourd'hui, l'Asie, notamment la Chine ou l'Inde, qui est évidemment un des pays les plus importants en termes de codage, vont devenir cette plateforme technologique nouvelle qui est aussi non capitalistique, mais soucieuse des souverainetés pays. Donc c'est pour cela que ces pays-là certainement auront un avenir devant eux en termes de production et de part de marché surtout technologique. Monsieur Pouchelet, nous parlions avec Madame Zhan Shui, donc Taïwan, mer de Chine, base militaire américaine, donc la sécurité reste quand même le cœur de ces tensions. Selon vous, quel impact pour les alliés des États-Unis dans la région ?
Alors quel impact il faut savoir que les Américains vont appeler à l'aide. C'est un vieux discours, enfin c'est une vieille situation. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, les Américains, du temps de M. Biden, avaient plus ou moins échafaudé, si vous voulez, un scénario, d'ailleurs, qui a frustré les alliés des Américains. Je vais vous donner un exemple concret avec l'Australie. Il faut savoir que l'Australie avait souscrit un contrat d'équipement militaire avec des sous-marins français, et finalement, ce sont les Américains qui sont passés devant les Français, à tel point que même des hélicoptères de conception européenne ont été revendus et aujourd'hui passent sous la bannière américaine. Et force est de constater que finalement Washington est incapable de tenir les délais pour justement, on va dire, doter de la marine australienne de ces sous-marins qui seront nécessaires pour des raisons sécuritaires, bien entendu. Attention, l'Asie, il faut se méfier d'une chose, c'est qu'il y a quand même des points bloquants. On parlait du détroit d'Ormuz, mais je rappelle qu'il y a quand même le détroit de Malacca. Il y a quand même des zones de tension avec ce passage entre Taïwan et la Chine, qui n'est pas forcément libre de droit. Et puis vous avez aussi une Chine qui utilise son influence et qui teste les Américains avec notamment des inclusions dans les eaux territoriales philippines, où il faut le savoir, les Philippines sont aussi une plateforme avancée de l'armée américaine dans la région. Maintenant, cette concurrence militaire, il faut le retenir, ce serait bien qu'elle évolue vers un complément. Et j'ai bien l'impression que les Américains risqueraient de se trouver seuls. Pourquoi? Puisque malgré le soutien apporté à l'Europe, je pense notamment au conflit ukrainien, qui est la préoccupation première des Européens, risquerait de se retrouver seul. Le seul qui s'était prépositionné, on va dire, pour être en mesure d'aider, on va dire, les Américains, c'était le Premier ministre britannique, M. Johnson. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on a de nouveaux enjeux en Europe. On a un conflit qui s'est durci en Ukraine, dont on oublie de parler. On a cette situation au Moyen-Orient qui, aujourd'hui, détourne les Européens, de cette région, où on accélère finalement toutes ces zones de conflit, cette dépendance, ces transports qui sont très longs, et également souscrire des assurances pour assurer ces déplacements deviennent des coûts et des surcoûts qui deviennent invivables pour certaines sociétés, à tel point qu'aujourd'hui, vous savez, la Chine, il y a encore quelque temps, était, on va dire, l'atelier mondial de fabrication de semi-conducteurs, peu importe, de téléviseurs et d'autres biens mobiliers que l'on utilise en Europe. Aujourd'hui, ce centre de gravité est toujours en Asie. C'est maintenant détourné puisque la main-d'œuvre en Chine a beaucoup évolué. Il y a une vraie classe moyenne, des compétences, vous l'avez souligné, et cela arrive maintenant au Vietnam. Mais vous savez, moi je connais très bien l'Allemagne, et l'Allemagne aujourd'hui a décidé progressivement de se délocaliser, de revenir en Europe, et là je pense notamment aux pays de l'Est, où là justement il y a des possibilités économiques intéressantes, c'est-à-dire avec un réseau ferroviaire direct qui permet d'acheminer, si vous voulez, non seulement les ressources, et puis après les biens manufacturés. Merci Monsieur Pouchelet, merci beaucoup. Un mot peut-être de la fin, hein, Monsieur Benranem. Donc cette visite peut-elle changer les équilibres mondiaux brièvement avant la fin de cette émission? Certainement, c'est que ces 3 prochains jours, on aura les yeux rivés sur Pékin, sur les accords qui vont émaner. On a beaucoup d'espoir. On espère qu'il y aura de l'entente pour un apaisement et une reprise de la croissance mondiale. Merci beaucoup, Monsieur Benranem. Donc, entre guerre au Moyen-Orient et tensions commerciales et bataille technologique, la visite de Donald Trump dépasse largement le cadre diplomatique. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre rendez-vous de l'information présenté par Esmanaït.